Première table ronde, duel ou duo avant le prononcé de l'ordonnance de désignation de l'expert de justice. Alors là, les orateurs vont intervenir l'un après l'autre. J'appelle Monsieur Laurent Cagnard, magistrat au tribunal de commerce de Paris. Plus les hautes personnalités succèdent à la tribune, et comme il l'a été dit, plus les choses essentielles sont évoquées, et plus il est difficile pour les intervenants des tables rondes de raconter des choses originales, mais la pédagogie veut que nous répétions et que nous enfoncions le clou, ce que nous allons nous efforcer de faire. Et face au thème de cette table ronde, on pourrait facilement réagir en disant que le juge n'y a pas sa place, puisque le sujet avocat, expert de partie, avant le procès, duel ou duo, ne mentionne pas le juge et correspond à une période, à une phase antérieure à son intervention. Ce serait pourtant une réaction beaucoup trop rapide, car si le juge n'est pas encore présent, à ce stade d'avancement de l'affaire, le mode de fonctionnement et la relation entre l'avocat et l'expert, avant le procès, peuvent être tout à fait déterminants pour la prise en compte ultérieure par le juge des moyens développés par l'avocat sur la base du travail de l'expert. Lors de cette phase préliminaire, on peut supposer que la relation expert-avocat sera bien une forme de duo et non de duel, chacun devant apporter ses compétences aux parties, soit pour aider le demandeur à prendre sa décision d'engager ou non une action en justice, soit pour préparer la phase judiciaire si elle est décidée, soit enfin pour éviter cette phase judiciaire en aidant les parties à se concilier. Bien que les rôles de l'avocat et de l'expert soient fort intéressants à examiner dans le cadre d'une consultation ou plus généralement des mardes, je me limiterai, faute de temps, à la perspective du procès, d'autant que d'autres tables rondes évoqueront un petit peu plus tard ces aspects et la médiation en particulier. Dans tous les cas, l'éclairage des parties et de leurs avocats par un technicien participera à une meilleure compréhension des faits et constituera une aide à la décision, puis ultérieurement à la résolution du litige. La collaboration avocat-expert aura tout d'abord pour objet de déterminer les compétences techniques les plus appropriées pour traiter du litige et de définir la mission du technicien ainsi que les conditions de réalisation de celle-ci, notamment, et c'est important, en la limitant aux questions essentielles. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'expertise de partie, il convient de rappeler que la référence naturelle du juge en matière d'expertise est l'expertise judiciaire. C'est une mesure d'instruction qui est tout à fait prépondérante d'ailleurs par rapport aux autres mesures prévues par le CPC que sont les constatations et les consultations. Quelle que soit la mesure d'instruction, la juridiction va généralement être saisie par assignation et le juge va désigner le technicien chargé de réaliser la mesure d'instruction, soit au visa de l'article 232 du CPC au fond, soit au visa de l'article 145 in futurum. Je profite de cette tribune pour noter qu'il serait cependant intéressant de savoir que l'expert pourrait également être désigné après saisine de la juridiction au visa de l'article 54 du CPC par une requête conjointe des parties demandant d'un commun accord la désignation d'un expert. Ce mode de saisine n'est pas rencontré au tribunal de commerce de Paris, ou alors il y a fort longtemps, et semble également rarement utilisé par ailleurs, mais je pense qu'il gagnerait à être mieux connu et plus fréquemment envisagé dans les situations qui s'y prêtent, parce qu'il permet une réflexion en amont sur les compétences requises et sur le périmètre de la mission de l'expert dans le cadre d'un fonctionnement en duo, avocat-expert, qui est de nature à permettre un déroulement de l'expertise plus rapide et plus efficace. Cette notion d'avantage délai-coût est particulièrement importante puisqu'il semble que le recours à l'expertise judiciaire peut être précisément freiné
par des délais et des coûts considérés parfois comme excessifs, outre les aléas inhérents à cette procédure. L'expertise de partie, quant à elle, s'inscrit de plus en plus parmi les moyens permettant d'éclairer le juge et de lui apporter des éléments utiles pour statuer. On a entendu tout à l'heure que la loi et la jurisprudence accordaient à l'expertise de partie une place grandissante en tant que preuve, dès lors notamment que le rapport de l'expert est soumis à la libre discussion des parties, même s'il n'a pas été établi contradictoirement. La jurisprudence bien connue de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012 a été rappelée. Elle a été confirmée depuis par plusieurs décisions, je n'y reviendrai pas. A été évoquée également la procédure participative, sachant que l'article 1554 du CPC, dans le cadre d'une telle procédure, donne au rapport de l'expert de partie valeur d'expertise judiciaire. Alors, il est vrai, là aussi, que cette expertise, cette procédure participative reste encore très peu utilisée. En conséquence de tout cela, le duo avocat-expert devra en amont collaborer pour structurer, penser, organiser l'expertise de partie afin que ces conclusions soient ultérieurement utilisables par le juge, mais aussi pour que cette expertise contribue à faire avancer le procès dans les meilleures conditions en termes d'efficacité et toujours en termes de délai et de coût. L'avocat et l'expert de partie, dans cette phase amont, auront donc à anticiper la réaction du juge et sa perception du rapport qui lui sera soumis en identifiant les questions que le juge va lui-même se poser pour décider s'il doit prendre en compte le rapport de l'expert de justice et dans quelles conditions. Le juge va tout d'abord apprécier la qualité du rapport qui dépend de nombreux paramètres, dont le profil de l'expert, la structure à laquelle celui-ci appartient et la nature de sa mission. Même si on parle d'une façon générale d'expert de partie, c'est une définition qui reste très large et les profils correspondant à cet expert de partie peuvent être fort différents selon que le technicien est conseil technique de la partie, expert d'assurance, expert d'assuré, expert indépendant, pouvant d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, être un expert judiciaire réalisant une mission pour une partie. Maître Faris Rabi va expliciter et préciser ces différentes notions dans un instant, beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Selon le profil de l'expert et le type de mission qui lui est confié, dont les objectifs sont d'ailleurs généralement liés au profil, l'expert de partie ne présentera pas pour le juge les mêmes garanties d'indépendance, de compétence et d'objectivité. Or, comme déjà évoqué, la référence du juge reste l'expertise judiciaire réalisée par un technicien figurant sur les listes des cours d'appel ou de la Cour de cassation, cette inscription sur une liste constituant un gage de compétence et d'indépendance de l'expert, ainsi que de respect par celui-ci du principe de la contradiction et de règles de déontologie. Les questions suivantes sont ainsi principalement celles que le juge peut se poser et que le duo avocat-expert devra prendre en considération lors de leur réflexion en amont sur l'expertise de partie. Tout d'abord, le rapport à la vérité. Un expert de partie peut-il être neutre et quel est son rapport à la vérité par rapport à l'indépendance et à l'objectivité de l'expert judiciaire? Peut-on considérer notamment que l'expert d'assurance est un expert objectif dès lors que sa fonction est de défendre la compagnie d'assurance et que la question de son indépendance peut donc se poser? Pour être un peu provocateur, je vais reprendre une formule entendue récemment de la bouche d'un avocat qui disait « Quel serait l'intérêt pour une partie de faire appel à son propre expert si celui-ci ne lui était pas favorable ?» Deuxième aspect, la déontologie, dont on parle beaucoup. L'expert de partie obéit-il à des règles de déontologie propres à sa profession, propres à un ordre professionnel ou propres à la société à laquelle il appartient? Quelles sont ces règles et à quel contrôle sont-elles soumises? Cette question étant bien sûr
à rapprocher du formalisme de l'expertise judiciaire et des règles de déontologie de l'expert judiciaire qui doit se comporter en toutes circonstances avec loyauté, indépendance et impartialité, et, je le rappelle, qui est soumis en la matière au contrôle des cours d'appel. Troisième aspect, la compétence. Quelles sont les références de l'expert de partie? Quelles garanties de compétences techniques offre-t-il par rapport, toujours, aux gages de compétences fournis à l'expert judiciaire par l'agrément d'une cour d'appel? A contrario, une structure pluridisciplinaire ne peut-elle pas offrir plus de compétences et de garanties qu'un expert judiciaire isolé, confronté à une mission lourde et complexe, même s'il est entouré de sapiteurs? La question de la mission. Quelle est la nature de la mission conférée à l'expert de partie et dans quelles conditions va-t-il la réaliser? La référence étant encore le principe du contradictoire, qui est la règle de base de l'expertise judiciaire, alors que l'expertise de partie serait généralement non contradictoire. La lettre de mission également est importante et l'élaboration de la lettre de mission ou du contrat de l'expert qui définissent les paramètres et les conditions de réalisation de la mission va jouer un grand rôle et elle devra faire l'objet de beaucoup d'attention de la part du duo avocat-expert afin que les objectifs et la méthodologie retenus soient parfaitement clairs pour le juge qui va ensuite examiner ces éléments. Sur ces différents points, objectivité, déontologie, compétences contradictoires, M. Dominique Delmas va apporter des éléments qui m'ont paru, lorsque nous avons préparé nos interventions, particulièrement intéressants et originaux. Avant de terminer, quelques mots du tribunal de commerce de Paris, où les juges prennent généralement en compte les expertises des parties dans le cadre de la jurisprudence déjà citée et des conditions suivantes. En chambre de contentieux, le juge se pose les questions que je viens d'évoquer pour apprécier dans quelle mesure il peut se fonder sur les expertises de parties. Lorsque le rapport a été établi non contradictoirement, il va être soumis au débat contradictoire et le juge, à cette occasion, pourra entendre ponctuellement les experts en audience. Il est important de comprendre que le fait de soumettre le rapport de l'expert au débat contradictoire est un excellent test qui permet d'apprécier sa qualité et sa robustesse, et donc la pertinence de son utilisation ultérieure par le juge. Le juge peut également, dans certains cas, ordonner une consultation pour analyser et synthétiser les rapports de différentes expertises de parties. Dans le cas particulier de la Chambre internationale, il est intéressant de noter qu'une large place est laissée à la preuve testimoniale. L'audition de témoins ou de techniciens peut donc être plus fréquemment pratiquée, mais ce, dans le strict respect du CPC. Ainsi, l'audition de témoins répond aux dispositions des articles 199 et suivants du CPC, et celle des techniciens aux articles 245 et 283 du même CPC. Si cette pratique et l'utilisation de la langue anglaise sont de nature à répondre aux attentes des opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d'un système juridictionnel plus large et attractif, elle constitue cependant une ouverture qui reste conforme aux dispositions du Code de procédure civile en matière d'administration de la preuve. Enfin, on peut noter également une autre forme de duo avocat-expert en procédure collective, notamment devant la chambre de sauvegarde, où des cabinets d'audit financiers et comptables assistent très souvent les avocats des parties dans des processus complexes où il est important notamment de démontrer l'absence d'état de cessation de paiement ou de crédibiliser les comptes de résultats ou de trésorerie prévisionnelle. Je terminerai en indiquant qu'une réflexion s'est engagée fin 2022 au tribunal de commerce de Paris avec le barreau de Paris et l'UCCAP pour élaborer une convention dont le but est de rappeler les rôles et obligations du juge, de l'expert et de l'avocat durant toutes les phases de déroulement de l'expertise, et l'objectif étant d'améliorer ce déroulement, notamment encore en termes de durée et de coût.
Il apparaît effectivement que pour une bonne administration de la justice, le justiciable doit pouvoir bénéficier d'une expertise de qualité réalisée dans un délai et pour un coût raisonnable. C'est un enjeu encore plus essentiel dans le domaine commercial où la célérité est souvent déterminante pour la survie des entreprises qui sont parties à l'expertise. Je crois que j'ai consommé mon temps de parole, donc je vais laisser la parole désormais à l'avocat et à l'expert. Donc, c'est à vous, Maître Faris Rabi. Maître Firas Rabi, avocat au barreau de Nice et chargé d'enseignement du droit. Actori incubit probation. Voici l'allocution qui pourrait résumer mon intervention dans le cadre de cette table ronde numéro 1 où j'interviens avant instruction pour vous exposer la position de l'avocat et de l'expert de justice ou de l'expert, vous voyez le lapsus sur lequel je reviendrai, de l'expert de partie qui va intervenir en duo ou en duel. Nous avons entendu les propos du président Cagnard qui nous a expliqué la vision que le magistrat pouvait avoir de ce qui se passe avant l'instruction et de la manière dont il allait appréhender un rapport. Deux questions surgissent. La première est celle de la valeur probante de ce rapport d'expertise de partie. Et la seconde est finalement tient à la qualité de l'expert qui va établir ce rapport. Sur la première interrogation, la valeur probante de ce rapport d'expertise judiciaire, de ce rapport d'expertise, une fois de plus, encore un lapsus. Nous avons entendu depuis tout à l'heure les arrêts de la Chambre mixte du 28 septembre 2012 qui nous rappellent que le juge, s'il ne peut écarter une pièce qui a été discutée au contradictoire des parties, il ne peut en revanche fonder exclusivement sa décision sur ce document. Et cette jurisprudence a été corroborée par différents arrêts, dont un arrêt du 5 mars 2020 qui avait fait couler beaucoup d'encre, et surtout un arrêt du 14 mai 2020 qui a rappelé que deux rapports d'expertise amiable contradictoires, fussent-ils contradictoires, c'est-à-dire avoir convoqué les parties, ne permet pas au juge de trancher le litige au fond sur la base de ce document. Et récemment encore, dans un arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le juge ne peut pas rendre une décision exclusivement sur la base d'un rapport non judiciaire. Quelles sont les conséquences qu'il faut donc en tirer, puisque dans la thématique qui est la nôtre, nous nous situons avant l'instruction? Eh bien, dans le cadre des différentes réformes législatives, nous avons pu constater qu'il y a, à côté de la phase judiciaire, une phase amiable qui commence à être exacerbée et une déjudiciarisation qui se prononce. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater qu'en droit français, il y a l'existence de conventions interassurances telles IRCA, Coral, CIDR, CRAC, qui ont pour objet de favoriser une résolution amiable des différends. Reste que l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil imposent à celui qui prétend obtenir le succès d'une prétention de rapporter la preuve de ses allégations. Et plutôt que de faire intervenir un simple constatant tel qu'un huissier, les parties, dans le cadre d'une stratégie procédurale à laquelle participera ou non l'expert de partie selon la qualité qui est la sienne, expert de justice ou alors conseiller technique, car ce vocable issu de la pratique doit appeler pour nous cet après-midi des éclairages, car dans le conseil technique, il y a le mot conseil, et comme l'a rappelé M. Jean-François Jacob, il n'est pas possible pour vous, expert de justice, lorsque vous intervenez pour le compte d'une partie, de revêtir cette qualification, car vous n'êtes pas assuré pour. C'est donc dans le cadre de l'administration de la charge de la preuve que nous faisons appel à un expert technique. Cet expert technique est un homme qui va avoir différents types de compétences et qui va intervenir selon la qualité qui est la sienne. Envisageons donc dans un premier temps l'expert de partie comme étant le consultant technique, à savoir l'expert de justice qui assiste une partie. Nous avons rappelé à plusieurs reprises la déontologie qui est la vôtre, celle des experts de justice,
et les règles qui ont été édictées par le Conseil national des experts de justice, des règles déontologiques avec une valeur très importante. L'expert, lorsqu'il est inscrit auprès d'une cour administrative, doit, à chaque fois que la mission lui a été confiée, prêter serment avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Lorsqu'il est inscrit auprès d'une cour d'appel, procédure judiciaire, il doit accomplir sa mission en son honneur et conscience. Le cadre étant posé, la question qui se pose est celle de savoir si l'expert de justice qui intervient pour le compte d'une partie peut adhérer à la stratégie que l'avocat va proposer à son client et est-ce qu'il peut avoir un avis à géométrie variable? J'entends fleurir les réflexions dans la salle et la réponse est assurément non. Non, pourquoi? Parce que vous êtes tenu en tant qu'expert de justice à une déontologie qui vous est propre et lorsque vous intervenez pour le compte d'une partie, vous ne pouvez avoir un avis technique à géométrie variable. Il a été précisé à plusieurs reprises que c'était une vérité judiciaire qui devait émaner par le biais de la vérité technique que vous allez établir pour le compte d'une partie. Et de facto découle la deuxième observation que je voulais faire, à savoir que vous ne pouvez pas prendre part à la stratégie judiciaire envisagée par l'avocat postérieurement à cette phase précontentieuse. Voilà une affirmation qui pourra donner lieu à des échanges dans le cadre des tables rondes numéro 2, numéro 3, et qui vient aussi apporter, je dirais, une réflexion, car dans une deuxième partie, j'envisage de vous exposer ce que c'est que le conseil technique. Et ce conseil technique, c'est un vocable issu de la pratique qui va regrouper différents types d'experts. Nous avons d'une part l'expert en assurance, et non pas l'expert d'assurance ou l'expert de compagnie d'assurance, car cette difficulté sémantique crée tout de suite, je dirais, ou jette l'opprobre sur la qualité du rapport que cet expert va pouvoir établir pour le compte d'une partie. Et ensuite, cela va créer une difficulté lorsqu'il pourra être usité dans le cadre d'une procédure judiciaire. D'où la question de la valeur probante d'un rapport établi par une expertise de partie, par un expert de partie, fût-il expert en assurance. Et à côté de cela, vous avez l'expert d'assuré. Sous ce vocable, nous retrouvons différents types de personnes avec des qualifications différentes, sans pour autant avoir une réglementation particulière. Et cet expert d'assuré va intervenir souvent en duo avec l'avocat, dans l'intérêt de sa partie. Il va en être de même pour ce qui concerne l'expert en assurance, qui lui, par ailleurs, a une compétence particulière. Et de sa compétence particulière, il doit avoir à minima un respect des règles déontologiques qui ne sont pas celles établies pour les experts de justice, mais qui découlent nécessairement d'une attitude à adopter pour la crédibilité qui peut être la sienne lorsqu'un rapport sera exploité dans le cadre d'une procédure judiciaire éventuelle. Ce conseiller technique, il va vous être exposé de manière plus en détail par M. Delmas dans le cadre de son intervention. Et à cette occasion, je salue le comité pour avoir fait intervenir pour la première fois un expert en assurance, un expert qui intervient pour le compte de compagnies d'assurance, mais pas seulement. Et cela, il va vous l'expliciter. Et cette qualification d'expert en assurance et donc de conseiller technique revêt un aspect particulier parce qu'il va analyser les polices d'assurance, il va distiller un conseil, d'où cette qualification, non seulement un conseil sur le plan technique, mais un conseil sur le plan assurantiel afin de pouvoir éventuellement permettre à la partie qui l'assiste de pouvoir indemniser. Dans le cadre de ces activités, il y a différents types d'experts. Prenons le cas de l'expert automobile. Il y a une réglementation particulière dans le Code de la route. Vous prenez les articles L et R 321 et suivants, et vous avez une codification de cette profession. Si vous prenez par opposition l'expert en immobilier, vous n'avez pas de réglementation particulière. Il y a un exemple auquel je pense, dans le cadre de la pratique qui est la mienne, c'est l'expert en assurance dommage-ouvrage. Il n'est pas réglementé par sa profession, mais la procédure dans laquelle il intervient est une procédure réglementée aux articles A243-1 du Code des assurances. Il s'agit là d'une procédure d'ordre public avec des particularités particulières que je n'aborderai pas faute de temps. Voilà donc un duo, puisque vous l'avez pressenti, qu'il s'agisse de l'expert de justice qui intervient pour le compte d'une partie ou qu'il s'agisse de l'expert de compagnie d'assurance, lapsus encore une fois révélateur, l'expert en assurance ou dans le domaine qui est le sien, à côté de l'expert d'assuré qui interviennent en duo, en phase amont, pour ce qui concerne
le duo expert-avocat. Une fois que j'ai mis en exergue l'intervention de l'expert de partie aux côtés de l'avocat pour effectuer un duo, il se peut qu'un duel puisse surgir. Il peut surgir notamment lorsque l'expert de justice, consultant technique, intervienne pour une partie auquel nous demandons un avis objectif. Un avis objectif qui ne peut en aucun cas contribuer à une vérité judiciaire postérieure à son intervention. Il doit donc être très vigilant dans le cadre de son rapport qu'il va établir. Il doit lister l'ensemble des pièces qui lui ont été données, car postérieurement, il est possible d'y avoir un avis différent, parce que des pièces qu'il n'avait pas en sa possession peuvent le conduire à changer. Il doit impérativement avoir un avis objectif. Et s'il n'est pas d'accord avec la position ou la stratégie proposée par l'avocat, il se doit, au regard de la déontologie qui est la sienne, de ne pas intervenir, ou alors l'avocat n'utilisera pas l'avis que celui-ci aura émis. C'est donc dans ce cadre-là que l'expert de partie intervient pour le compte d'une partie. Mais il y a une particularité qui a été évoquée tout à l'heure, c'est celle de l'expert qui peut intervenir pour le compte de plusieurs parties. Et à cet égard, j'aborderai la procédure participative. J'évoque l'article 1554 du Code de procédure civile qui est issu du décret du 21 octobre 2021. Donc, c'est une réforme entrée en vigueur au 1er novembre qui est assez particulière. On a modifié cet article et dans cet article, on nous dit que le rapport d'expertise qui va être établi dans le cadre d'une convention de procédure participative a valeur de rapport d'expertise judiciaire. Alors, deux questions vont être soulevées parce que la procédure participative, on va nécessairement en parler. Il faut comprendre que c'est un cadre conventionnel avec une convention qui est signée entre les parties, dans laquelle ils vont se mettre d'accord pour essayer de sortir amiablement de leur litige en œuvrant de manière avec de bonne foi, et ils vont décider de désigner un expert. Ils vont définir la mission de l'expert en sa compagnie, et cet expert de justice va, s'il est expert de justice désigné dans ce cadre, va établir un rapport. Et ce rapport va valoir expertise judiciaire. Très bien. Sauf que la lettre du texte n'impose pas qu'il s'agisse d'un expert de justice. Ça peut également être un expert de partie qui n'a pas la qualité d'expert de justice qui va établir ce type de rapport. Alors, quid de la force probante? Parce qu'un rapport d'expertise judiciaire, trouver sa force obligatoire ou sa force probante dans l'organe qui le désigne. C'est parce qu'il est désigné par une juridiction que ce rapport vaut expertise judiciaire. Aujourd'hui, l'article 1554 nous dit que ce rapport établi dans un cadre conventionnel amiable aura force de rapport d'expertise judiciaire. Alors comment le magistrat, peut-être que nous verrons dans la table ronde numéro 2, numéro 3, comment le magistrat appréhende ce type de rapport si il n'est pas réalisé par un expert de justice? D'où la question que j'avais posée en préambule, les deux questions, la force obligatoire de ce rapport, mais surtout, est-ce que la qualité de la personne qui rédige ce rapport lui donnera une valeur probante, autre que celle d'un simple rapport établi par un expert qui est souvent critiqué, souvent décrié et souvent mal nommé comme étant expert de compagnie, alors qu'en réalité, il est un spécialiste en expert d'assurance. Voilà le propos qui était le mien et je transmets immédiatement la parole à M. Dominique Delmas pour intervenir dans le cadre de cette table ronde numéro 1 en sa qualité d'expert. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs et en particulier Maître Antoine Chapin d'avoir pris peut-être un grand risque de m'inviter, car c'est, comme l'a dit Maître Rabi, la première fois qu'un expert dit de partie, non expert de justice, c'est long, est invité à votre colloque. Alors c'est pour moi une formidable opportunité de venir vous présenter ce qui semble être une espèce assez méconnue. Je tiens à préciser dans un premier temps que je n'ai pas mandat à représenter la totalité de ma profession, très diverse, mais mon intervention est basée sur à peu près 25 ans de pratique et elle a quand même une ambition, c'est de vous apporter un éclairage
sur cette profession qui est plutôt à l'image incertaine en ce moment, floue, un peu sous les feux de certaines rampes médiatiques. Feux médiatiques finalement qui sont aussi, à peu près en ligne avec la méfiance vis-à-vis de notre profession que j'ai pu ressentir lors de la préparation de ce colloque. Et le président Cagnard, avec qui j'ai échangé avec grand plaisir, nous l'a bien rappelé lors de son intervention en questionnant notamment la qualité, la déontologie, la compétence de l'expert dit de partie, non expert de justice. Je saisis donc cette belle opportunité pour vous dire comment les experts se sont profondément transformés depuis 15 ans. Alors, c'est un peu court, 13 minutes pour vous le dire, donc vous m'excuserez de certains raccourcis. Cette transformation, et je pèse mes mots, a été violente et impulsée par 3 grandes tendances de fond. La première, c'est les nouvelles attentes des assureurs. La deuxième, ce sont les ruptures technologiques. Et la troisième, enfin, nouvelle, récente, c'est la radicalité des enjeux sociétaux et environnementaux. Alors, ma présentation se fera autour de 3 axes. 1, pourquoi le métier s'est drastiquement transformé et comment. 2, quels sont les bénéfices que finalement vous pouvez attendre de cette transformation, vous, avocats, magistrats, experts de justice. Et j'illustrerai mon propos à la fin avec 2 exemples qui peut-être donneront un peu plus de précision sur ce qu'on peut vous apporter. Alors, vers 2008, cette profession peu organisée, assez éclatée, réalise qu'elle est en grand danger. Pourquoi? En effet, les assureurs, eux, se sont fortement concentrés depuis pas mal d'années et se sont mis, pour certains, à lancer des appels d'offres assez monstrueux, avec des volumes de dossiers proposés de l'ordre de 10 000, 15 000, 20 000 dossiers pour chaque prestataire. Et bien sûr, avec un objectif, réduire le nombre de leurs prestataires et maîtriser les coûts. La seconde menace, c'est les GAFAM. On en parle moins aujourd'hui, mais rappelez-vous, ils nous disent qu'ils maîtrisent la donnée, donc ils n'auront plus besoin d'assurance traditionnelle, donc plus besoin d'experts. Et on parlait déjà d'intelligence artificielle avec Deep Blue, Watson, des noms qu'on n'entend plus parler. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, on parle de GPT qui nous emmène, on ne sait pas trop encore où. Et la troisième menace, ça a été la réduction violente des cycles de résolution des litiges. En effet, les acteurs veulent, on l'a dit, de la rapidité, de l'efficacité dans les délais d'instruction. Alors, le premier effet de tout ça, c'est quoi? Ça a été la très forte concentration de notre métier, de notre profession. On passe alors d'une myriade de petits cabinets qui avaient peut-être plusieurs centaines de cabinets qui avaient 3, 4, 5, 6 personnes à aujourd'hui une douzaine de structures qui ont plusieurs centaines, voire milliers de personnes, d'employés, et avec notamment des services informatiques assez conséquents qui sont quasiment des véritables SS2I, avec parfois une cinquantaine d'ingénieurs et de développeurs. Alors, je précise aussi qu'au sein de cet écosystème reconcentré persiste quand même un certain nombre de petits cabinets spécialisés qui ont effectivement toute leur place dans ce système. Donc, l'ASS2I que j'ai évoquée, elle embarque la data, et c'est justement la première réponse à la menace technologique que j'évoquais. En effet, la demande des clients combinée à cette poussée technologique, initialement perçue comme des fortes menaces pour nous, in fine, nous ont poussé toutes nos organisations à développer une grande gamme de compétences techniques multiples et beaucoup d'outils innovants. Ce sont des outils aujourd'hui qui nous permettent de préserver les constats, de les consigner sur des PV contradictoires et conventionnels, de chiffrer avec une très grande précision la réparation, et ce, à partir de ces bases de données multiples et croisées. À ces 2 premières tendances est venue donc se superposer une évolution des attentes de la société, et nos clients assureurs, mais aussi entreprises, particuliers, collectivités, avocats, expriment désormais une très forte exigence du règlement amiable, sans dégradation, bien sûr, de la qualité,
et en temps contraint, et également avec du retour d'expérience. Donc l'expert de partie, pour faire simple, a donc été poussé à agir sur un cycle complet, sinistre, réparation, prévention, sinistre, réparation, prévention. Ce qui nous a donc amené à développer une doctrine de l'expertise amiable qui permet de préserver l'intérêt des parties, de respecter tous les impératifs de la qualité d'une expertise. Et là, j'entends dans qualité d'expertise la qualité technique, c'est le fondamental, mais la qualité économique, la qualité assurantielle, la qualité juridique, la qualité relationnelle et la qualité éthique. Et un des éléments centraux de cette doctrine, eh bien, ce sont nos centres de formation interne auxquels nous consacrons beaucoup de moyens. À titre d'exemple, chez Saretec, c'est environ 20 000 heures de formation par an, ce qui est pour nous un garant de la qualité et de la compétence, du maintien de la compétence de nos experts. Alors, sans que cela soit vraiment évident, il y a quand même un dénominateur commun de toutes ces évolutions. C'est l'augmentation très significative de la complexité des situations de litige. Aujourd'hui, les litiges sont multidimensionnels et systémiques, et c'est essentiellement dû à la combinaison entre les anciens risques qui persistent et tous les nouveaux risques qui ne cessent d'apparaître et qui se combinent. Nouveaux risques qui sont liés aux nouvelles technologies. Et la question que je pose, c'est: un seul homme, une seule femme, est-il capable d'approcher seul cette nouvelle complexité? Nous y avons répondu et nous avons été amenés à faire évoluer le métier en conséquence, et notamment en apprenant à combiner les compétences qui sont recensées dans une base de compétences. Imaginez, comme il a été dit, nous avons environ chez nous 800 à 850 experts. Difficile de recenser, de connaître tout ça. Nous avons donc une base. Et par exemple, si vous cherchez un expert en jet grouting ou en soil mixing, eh bien, avec ces mots-clés, la base de compétences permet d'identifier un expert compétent. Alors, je vous rassure, lorsque on m'a posé cette question, je n'avais pas compris la question. Mais j'ai trouvé un expert compétent dans notre base de données. Alors, maintenant que je vous ai expliqué notre passage d'expert individu à organisation plurielle, voici ce que l'expert peut faire pour vous. Le premier constat que je vous propose, c'est que nous sommes naturellement un des premiers acteurs à être engagés dans le litige pour une résolution amiable. Et nous répondons, comme je l'ai dit, à une attente sociétale forte, éviter la dérive judiciaire, qui est aussi, paradoxalement, la demande des assureurs. À ce titre, 90% de nos dossiers sont strictement amiables. Et ces expertises sont bien sûr réalisées dans le respect du contradictoire qui nous est demandé et qui sont intégrées dans nos principes et nos processus. Ce sont donc plusieurs dizaines de milliers de dossiers instruits de la sorte sur ce mode amiable. Mais parfois, il peut arriver effectivement que l'amiable échoue. Donc nos outils, nos procédures ici nous permettent alors la préservation des preuves, indispensables pour la poursuite de l'instruction du dossier, par exemple grâce à des photos blockchainées, certifiées, des vues 3D, des PV contradictoires ou des constats d'huissier, autant d'éléments utiles à l'avocat qui va intervenir. Et à cette étape, nous sommes nécessairement en duo avec l'avocat. Et de mon angle de vue, la profession d'avocat rencontre la même difficulté que nous et la même complexité que celle que je viens d'évoquer. Nous lui apportons donc les ressources et les outils dont il aura besoin pour affronter toute cette difficulté. Et selon des modes qui ont été expliqués par Maître Rabi. Nous pouvons, par exemple, apporter à la demande de l'avocat un expert en jet routing. Nous pouvons également proposer, et c'est la réponse à la complexité, une équipe pluridisciplinaire lorsque l'on a un dossier au croisement de la finance, de la chimie, de l'agronomie, ce que nous verrons tout à l'heure dans un des exemples que je vous donnerai. Ça peut être aussi dans un dossier sériel, nous apportons de la technologie pour prendre en charge des dizaines de réclamations par jour,
en utilisant des chatbots, des outils de reporting continu et croisé et sur mesure. À cela peut s'ajouter ce que j'ai dit tout à l'heure de la prévention et de la réparation. Je n'ai pas le temps ici de le développer. Mais on peut aussi aider, apporter une aide, je pense, précieuse, ça a été évoqué aussi, à la définition d'une mission d'expert judiciaire et les compétences nécessaires pour accomplir cette mission. Un exemple, une question, quelles compétences choisiriez-vous pour un incendie de feu sur batterie automobile? Faut-il un expert agréé auto? Faut-il un spécialiste de l'incendie? Faut-il un chimiste? Faut-il un spécialiste de la batterie? Un expert en pollution, santé? Un expert en plus de contrôle des charges de batterie? Notre réponse, bien évidemment, c'est une combinaison de compétences qui doit être bien organisée. Alors, le président Cagnard nous a également interrogé sur la valeur d'un rapport d'experts et sur le rapport à la vérité. J'ai déjà apporté quelques éléments de réponse, notamment avec la formation, mais nous travaillons, une autre réponse que je souhaite préciser, c'est nous travaillons avec toutes les parties prenantes de la société. Maître Rabi l'a dit, nous ne travaillons pas que pour les assureurs, et ce, sur du très long terme. Saratec existe depuis 45 ans et d'autres cabinets aussi. Nous pouvons donc nous trouver de tous les côtés. Nous ne sommes pas liés à qui que ce soit et nous suivons bien sûr un code de déontologie déposé par la profession au sein de son organisme comme la FSE, la Fédération des sociétés d'expertise, et nous avons des règles arbitrant les conflits d'intérêts. Par ailleurs, nos experts possèdent des agréments, des certifications qui sont très difficiles à obtenir. Et forcément, on entend les conserver. Donc l'intérêt de l'expert, il est simple, il est que l'ensemble des parties prenantes s'entendent. Et notre leitmotiv est simple également, des expertises calibrées dans le respect du contradictoire, en préservant les preuves pour une solution concertée. Quant au rapport questionné, eh bien, nous savons qu'il peut être rendu public ou communiqué à un avocat ou à un magistrat, voire fuité dans la presse, ce qui est un sport habituel maintenant. Et donc, à ce titre-là, la règle qui prévaut au sein de nos cabinets, et elle est simple également, ce qui figure dans un rapport doit être impérativement étayé, irréprochable et justifiable. Et bien entendu, au sein de toutes les organisations, il existe un processus de contrôle de conformité gradué aux enjeux du dossier. Comme je vous l'ai annoncé, je vais maintenant illustrer ce que je viens de vous dire par quelques exemples. Deux. Le premier, prenons un cas extrême. Je parle de l'incendie de Rouen, septembre 2019. 2 usines incendiées et un départ de feu indéterminé. Là, l'objectif, il a été de gérer le paradoxe, temps très court des victimes, temps long nécessaire de la justice, temps long des procédures, et ici, elles sont au nombre de 3. Et tout ceci en préservant le droit des parties. Eh bien, l'astuce, ça a été de mettre en place un fonds de solidarité pour le compte de qui il appartiendra, fonds de solidarité en gestion collective. Ceci, à mon avis, illustre parfaitement le duo avocat-expert, car nous n'aurions pas pu apporter une aide immédiate à plus de 2000 victimes en moins de 8 mois, sans l'accompagnement très professionnel des avocats pénalistes, administratifs ou civils. Et ceci pour cadrer cette innovation qu'a été le Fonds de solidarité et rendre les accords fiables et durables. Fonds, par ailleurs, qui a été conjointement géré par les syndicats agricoles, le siège de Lubrizol, les services de l'État et les assureurs. Et ceci, à mon avis, c'est ma position de technicien, tous les juristes que vous êtes m'excuseront, mais je parle d'un nouveau principe qui est responsable, mais peut-être pas coupable. Les victimes ont été prises en charge en 8 mois, et alors que nous approchons les 4 ans de procédure, et que ce n'est pas terminé. Second exemple, le dossier que j'appelle le dossier de la betterave, un peu moins médiatisé, pour autant, 900 agriculteurs ont vu leur exploitation quasiment
partiellement ou totalement détruites du fait d'un produit phytosanitaire mal dosé. La complexité tenait dans la nécessité de faire 900 expertises contradictoires en moins de 3 mois, puis de faire s'entendre le fabricant du produit défectueux, les sucriers, les coopératives, les compagnies d'assurance, et ce, avec l'impératif d'une solution qui devait être trouvée avant Noël, c'est-à-dire, et nous étions au mois de juin. Eh bien, ici, à nouveau, les parties prenantes de ce dossier ont réussi à définir collectivement une matrice d'indemnisation spécifique au process, au dossier, au contexte, et à partir, en tenant compte, des spécificités techniques de la culture de la betterave, de l'économie particulière de ces campagnes sucrières et de la nécessité, bien sûr, de sécuriser juridiquement et durablement ces accords. Encore une fois, le duo avocat-expert a été impératif. Ma conclusion, j'y arrive, eh bien, ce qui ne tue pas renforce. En 2010, participer à une telle conférence était inconcevable pour nous experts, deux parties non experts de justice, parce que nous étions convaincus que notre profession était en danger, condamnée, alors que c'est une véritable vocation. Mais au lieu de cela, au lieu de refuser le changement, eh bien, nous l'avons affronté et les surprises ont été belles. Nous avons découvert que ce changement recelait énormément d'opportunités. L'exemple, c'est l'intelligence artificielle. Nous l'avons embarqué, nous avons réalisé que c'est nous qui possédons la donnée structurée et pas Google. Nos entreprises ont poursuivi leur croissance. Elles ont gagné massivement en productivité, mais aussi en rigueur, avec une hyper-numérisation de nos processus métiers et une volonté de servir l'humain. Ce qui fait par exemple que d'un côté, nous sommes en capacité de proposer aux assureurs des indemnisations sans expert, et de l'autre, l'expert, lui, peut se concentrer sur ses forces uniques et avec une spécialisation de plus en plus fine pour servir l'humain. Et enfin, il y a plus inattendu, cela nous a ouvert des secteurs aujourd'hui inaccessibles, comme les 2 cas que je viens de vous décrire, travailler dans le cadre d'une crise médiatique à Rouen ou dans un dossier complexe comme la betterave. J'en arrive à ma conclusion de conclusion. Eh bien, le changement, nous le savons tous, ne fait que commencer. La transformation est devenue pour nous, experts, un processus permanent. Et certaines organisations s'engagent même dans un projet d'entreprise à mission qui va définir notre raison d'être afin de faire face pour nous à la radicalité des vrais enjeux que sont le climat, les ressources, l'inclusion, la biodiversité notamment. Voilà, c'est toute cette richesse, ce savoir, cette expérience et ce projet. Voilà ce que notre profession met à votre disposition. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, vous et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faut vraiment que les compagnies d'experts deviennent de plus en plus fortes pour un Conseil national de plus en plus fort, parce que si Dominique Delmas appelle à la coopération, on peut quand même craindre individuellement la force de bureau de 850 à 1000 experts. Mais on peut résister. Il faut que les compagnies soient fortes, faites-le savoir.